Monsieur le chef de la mission éducative, artistique et culturelle de la DGESCO, cher Monsieur Brosset, Monsieur le président du groupe Sciences pour tous, cher Monsieur Counillon, Monsieur le délégué à l'éducation et à la formation de l'Académie des sciences, cher Eric Westhoff, chers élèves, chers professeurs, chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, c'est pour moi un très grand plaisir d'ouvrir cette cérémonie du prix du livre Sciences pour tous et de vous accueillir à l'Académie des sciences, qui plus est dans sa grande salle des séances pour ceux qui peuvent y être. L'Académie a dans ses missions, je cite, de veiller à la qualité de l'enseignement des sciences et d'œuvrer pour que les acquis du développement scientifique soient intégrés dans la culture des hommes et des femmes de notre temps. Elle le fait de multiples façons, en tout premier lieu grâce à Eric Westhoff et à son équipe de la délégation à l'éducation et à la formation, que je remercie pour leur action. Et elle le fait tout autant sur ses initiatives propres, comme cela a pu être le cas naguère avec par exemple l'expérience de la main à la pâte, qu'en partenariat avec d'autres. En fait, tout ce qui peut aider à promouvoir les sciences et à favoriser leur partage avec leur plus grand nombre est cher à l'Académie. L'intitulé même de l'initiative qui nous réunit aujourd'hui, ce prix du livre Sciences pour tous, qu'a mis en place le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en lien avec le syndicat national de l'édition, traduit ce même souci, et c'est tout naturellement que l'Académie des sciences a accepté d'en assurer le parrainage depuis 2018. Il n'échappera à personne que nous vivons dans une société où la science et la technologie sont omniprésentes au cœur de notre vie la plus quotidienne. Pourtant, on observe dans le même temps combien la confiance en la science est parfois fragile et comment les opinions le disputent souvent plus que de raison au fait. Donner aux sciences toute leur place dans le système éducatif est dès lors une nécessité pour une formation éclairée des citoyens de demain, qu'ils se destinent à devenir scientifiques ou pas. Il est indispensable que la culture scientifique soit une composante naturelle de la culture générale. Si cette nécessité d'éducation et de formation passe bien sûr par la transmission de savoir, elle est aussi affaire de partage pour une meilleure appropriation par tous et chacun, et le prix du livre Sciences pour tous en est une très belle défense et illustration. À l'instar du Goncourt des lycéens, c'est l'occasion d'un travail de réflexion collaboratif mené avec passion par des collégiens et des lycéens, et c'est un apprentissage pour eux autant qu'une récompense pour le livre primé. Après s'être intéressé à des thèmes aussi divers que l'origine de la vie, les robots, le climat ou l'écriture des mathématiques, c'est d'explorer le ciel d'hier à demain qu'il s'agit aujourd'hui avec l'édition 2020-2021 du prix. Un thème propice à l'évasion qui prend une résonance particulière en ces années non moins particulières marquées par des périodes de confinement. Je vous invite donc à prendre très bientôt le chemin de l'espace et des exoplanètes avec un exposé de Daniel Rouen, merci Daniel, puis à revenir sur Terre pour écouter les élèves qui nous feront part de leur expérience de jury et nous dévoileront qui aura remporté cette année le prix du livre Sciences pour tous. Je souhaite donc un bon après-midi à toutes et à tous. Je vous remercie de votre attention et je vais donner tout de suite la parole à Monsieur Manuel Brosset. Monsieur le Président de l'Académie des sciences, Monsieur le Président du Syndicat national de l'édition, Monsieur le délégué à l'éducation et à la formation, Mesdames et Messieurs les responsables académiques, chers enseignants, chers élèves, membres du jury, Mesdames et Messieurs, comme chaque année depuis 2015, la cérémonie de remise du prix du livre Sciences pour tous se tient à l'Institut de France, au siège de l'Académie des sciences. C'est une grande joie pour moi que d'être parmi vous en ce 8 juin, en cette occasion. En effet, ce prix illustre parfaitement la vision que nous avons de la culture scientifique, technique et industrielle au sein de la mission éducation artistique et culturelle que j'ai l'honneur d'animer auprès du ministre Jean-Michel Blanquer depuis le 1er octobre dernier. Il offre à nos élèves des classes de 4e et de seconde la possibilité de rencontrer, de développer leur esprit critique, d'enrichir leurs connaissances et de nourrir leurs réflexions sur le monde scientifique d'aujourd'hui. Autant de priorités figurant dans la charte de l'éducation artistique et culturelle éditée en 2016. Aujourd'hui, nous remettons 2 prix, à la fois littéraires et scientifiques, 2 épithètes qu'il me plaît de conjuguer. 2 prix pour aller à la découverte d'auteurs de talent, pour permettre à nos élèves d'apprendre, d'analyser, de comprendre, de discuter, de convaincre, d'apprécier
et au final, pour faire de nos élèves des citoyens engagés, ouverts sur le monde. Cette volonté d'ouverture, affichée depuis 2004 par tous les organisateurs de cette manifestation, fait, à mon sens, pleinement écho à la période que nous traversons aujourd'hui. Le thème de cette édition 2021, Explorer le ciel, d'hier à demain, constituait une véritable invitation au voyage, réel ou imaginaire. Mais de quel voyage parlons-nous? Aujourd'hui, grâce à la science, nous pouvons être réunis ensemble. Nos élèves vont pouvoir de nouveau aller à la rencontre des lieux de culture, des œuvres et des artistes qui nous ont tant manqué. Une fois encore, la science libère, la science soigne, la science permet à chacun de s'émanciper. Chers élèves, grâce à ce prix du livre Science pour tous, vous avez appris à connaître et à partager. Je tiens sincèrement à vous féliciter pour votre engagement. Au nom du directeur général de l'enseignement scolaire, M. Édouard Geffray, j'adresse toute ma gratitude et mes félicitations à tous les enseignants qui vous ont permis de participer à cette aventure. Merci sincèrement à toutes et à tous pour avoir encouragé et soutenu vos élèves dans cette action. Je veux également remercier tous les organisateurs et en particulier nos collègues des académies de Normandie et de Bordeaux qui réunissent les jurys collèges et lycées avec tout ce que cela suppose d'énergie, d'attention et d'investissement. Soyez assurés que si la Direction générale de l'enseignement scolaire soutient vos actions, c'est aussi parce que nous en mesurons l'excellence tout au long de l'année. J'exprime également ma gratitude au Syndicat national de l'édition et à son président, M. Christian Counillon, pour le soutien apporté au prix du livre Science pour tous, fidèlement depuis de nombreuses années. Enfin, j'adresse un remerciement particulier à M. le Président de l'Académie des sciences, M. Patrick Flandrin, à M. Éric Westhoff et à l'ensemble de l'Académie, d'abord pour votre accueil en ce jour, puis pour votre engagement aux côtés du ministère de l'Éducation nationale dans le travail partagé que nous menons auprès de nos élèves pour porter la culture scientifique au cœur de nos enseignements et de nos actions culturelles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Brosset. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur Counillon. Merci, Monsieur Flandrin. Cher Monsieur Flandrin, cher Monsieur Brosset, cher Éric Westhoff, chers toutes et tous, le prix scientifique est à l'origine d'une initiative du ministère de l'Éducation nationale, dont je salue l'action efficace, et du Syndicat national de l'édition, qui fédère les principaux éditeurs. Je me suis penché sur mes tablettes pour noter que le prix parrainé par l'Académie des sciences, dont je remercie l'action, ce prix existe depuis près de 15 ans aujourd'hui. Donc 15 ans, c'est l'âge de la maturité où le plaisir de lire rencontre la curiosité nichée au sein de chacun de nous, où l'on argumente, où l'on débat pour participer aux enjeux de la société. Faut-il changer notre façon d'innover pour préserver la planète, par exemple ? Quelle énergie pour demain? La recherche fondamentale, dénuée de toute visée appliquée, est-elle pertinente? Oui, de mon point de vue. Explorer les autres planètes, c'est s'y installer un jour. En se plongeant dans les livres sélectionnés pour ce prix 2020-2021, collégiens et lycéens ont chacun participé à la réflexion sur des questions clés. Explorer le ciel, ce thème hante l'esprit des humains depuis toujours, comme en témoignent les étranges constructions dédiées à l'observation ou à la célébration du cosmos dans toutes les cultures, les mégalithes de Stonehenge en Angleterre par exemple, les pyramides d'Amérique du Sud, les Medicine Wheel d'Amérique du Nord, les monuments alignés sur le lever de l'étoile Sirius en Égypte, etc. Le cosmos n'a cessé de nous étonner si on y réfléchit un instant. Depuis le XVIe siècle, la Terre a perdu sa place centrale grâce à Copernic, avant qu'au XIXe, ce soit le Soleil qui se voit relégué au rang de simple étoile de banlieue, en quelque sorte, parmi la centaine de milliards d'étoiles qui peuplent la Voie lactée. Il y a 100 ans à peine, on a du mal à le réaliser, nous avons compris que la Voie lactée n'était qu'une galaxie parmi le nombre colossal de celles que compte l'univers observable. Aujourd'hui, depuis 1995, nous savons que des planètes
en nombre tout aussi gigantesque, orbitent autour d'autres soleils, comme la conférence qui suit va l'illustrer. Et la prochaine surprise qui attend les hommes et les femmes de cette planète-ci pourrait bien être la détection de formes de vie ailleurs dans l'univers, dans notre proche banlieue, le système solaire, peut-être Mars ou des satellites naturels, ou plus loin dans l'espace. Demain, nous serons tous témoins de nouvelles découvertes et tous acteurs des choix qu'il faudra effectuer. Le prix Science pour tous nous donne les moyens de nous y préparer, tout en mettant en valeur les auteurs de ces livres, chercheurs, journalistes, médiateurs, etc. Ces passeurs de science sans qui nous resterions dans la nuit en somme. Donc merci à eux, merci aux élèves surtout, sans qui ce prix n'existerait tout simplement pas. Et merci à tous les acteurs de la chaîne, et ils sont trop nombreux pour que je les cite ici, qui assurent son organisation et son succès chaque année. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons maintenant passer à la partie exposée. Donc, j'ai le plaisir de donner la parole à Daniel Rouen, académicien des sciences, qui va nous parler d'exoplanètes, de mondes différents. Daniel, à toi la parole. Tout à fait. Merci Patrick. Alors, bonjour à toutes et à tous, chers élèves des lycées et des collèges. Je vais parler donc dans ce thème, explorer le ciel d'aujourd'hui à demain, des nouvelles, vous donner des nouvelles des autres mondes. Alors, qu'est-ce que j'entends par autres mondes ? Il s'agit bien entendu des planètes qu'on découvre maintenant en grand nombre autour d'autres étoiles que le Soleil. Et en fait, je reprends ce mot de M. de Fontenelle, qui avait écrit ce livre « Entretien sur la pluralité des mondes » et qui aurait peut-être pu avoir le prix du livre de Science pour tous à l'époque. Alors en fait, cette idée qu'il existe d'autres mondes, c'est-à-dire d'autres planètes autour des étoiles plus lointaines, eh bien, elle est ancienne, en fait. Épicure, déjà, 300 ans avant Jésus-Christ, l'évoquait absolument clairement, très explicitement. Il dit qu'il doit y avoir d'autres mondes avec probablement d'autres êtres vivants, etc. Alors, beaucoup de chercheurs, beaucoup de penseurs, je dirais, ont exprimé, en fait, ces idées au cours des siècles. Par exemple, voilà, Giordano Bruno, dans son livre « L'infini, l'univers et les mondes », écrivait « Il est donc d'innombrables soleils et un nombre infini de terres tournant autour de ces soleils. » Donc, cette idée qu'il existe effectivement d'autres planètes autour d'autres étoiles n'est pas du tout ancienne. Et les astronomes, effectivement, pensaient depuis déjà longtemps qu'on arriverait probablement un jour à détecter de telles planètes. Alors en fait, ça n'est que assez récemment, en 1995, qu'on a fait la découverte, en France d'ailleurs, il faut le dire, grâce à un télescope français, de la première planète qui était en orbite autour d'une autre étoile que le Soleil, mais je dirais de type un peu ressemblant au Soleil. Elle s'appelle 51 Peg B, donc dans la constellation de Pégase, et elle a été découverte par deux astronomes, Michel Mayor et Didier Queloz, deux astronomes suisses qui ont eu le prix Nobel de physique, en particulier pour cette découverte en 2019. Alors là, vous voyez donc, bien sûr, non pas cette planète, mais là, notre système solaire, avec ses planètes telluriques, j'y reviendrai un petit peu ici, puis les planètes géantes, gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, etc. Et puis aussi, cette vidéo vous illustre un petit peu aussi la densité d'étoiles. Il y a énormément d'étoiles. Ça, ce sont celles qui sont juste autour du Soleil. Alors, on a pu mesurer leur position, leur distance, et donc on a pu reconstituer, si vous voulez, en volume leur distribution, mais c'est un tout petit échantillon des étoiles qui sont dans notre galaxie. Et donc, en fait, cette idée qu'il doit y avoir des planètes autour d'autres étoiles, elle se base sur plusieurs, je dirais, raisonnements, plusieurs idées. D'abord, il y a énormément d'étoiles dans l'univers. Si on considère une galaxie comme la nôtre, elle a à peu près 400 milliards d'étoiles. Une galaxie moyenne, c'est plutôt une centaine de milliards d'étoiles. Et puis, le nombre de galaxies dans l'univers observable que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'univers vraiment qu'on peut atteindre, qu'on peut mesurer, dont la lumière nous parvient, c'est à peu près le même nombre, 100 milliards à peu près de galaxies. Donc vous voyez, on multiplie les deux, ça fait un nombre énorme donc d'étoiles potentiellement pouvant abriter donc des planètes. Mais alors, en fait, on comprend aussi assez bien maintenant le mécanisme de formation des étoiles et du cortège planétaire
qui orbitent autour de ces étoiles. En fait, tout commence pour la formation d'une étoile à partir d'un immense, gigantesque nuage d'hydrogène essentiellement, d'un peu d'hélium et puis quelques petites particules pour 1% de leur masse à peu près, des tout petits grains minuscules en dessous du micron en taille. Et puis ce nuage est en équilibre, en gros, entre sa gravité qui fait qu'il veut se comprimer et puis en fait tous les mouvements turbulents. Puis un jour, il peut y avoir un événement, par exemple une étoile qui explose à proximité, ce qu'on appelle une supernova, qui va changer cet équilibre et faire que le nuage va commencer à s'effondrer sur lui-même. Alors c'est assez rapide en fait, en disons de l'ordre du million d'années, ce qui est extrêmement petit pour l'échelle des temps de l'univers. Il va donc commencer à se comprimer sur lui-même, à se rassembler. Mais ce nuage, en fait, était en rotation. Comme finalement n'importe quel objet dans l'univers, il est logiquement, il n'y a pas de repère absolu. Et donc, étant en rotation, eh bien, on comprend qu'à cause de la force centrifuge, il va avoir tendance à s'écraser plutôt dans le sens de l'axe de la rotation que dans le sens perpendiculaire. Donc il va rapidement se former en fait un disque. La matière va se rassembler plutôt dans un disque. Ensuite, bien sûr, dans une concentration centrale, puisque la gravité va faire que tout va s'attirer au maximum vers le centre. On a la formation de l'étoile, mais il reste ce résidu, je dirais, de gaz et de ces petits grains de poussière dans un disque qui orbite autour de l'étoile qui se forme. Et ces petits grains, eh bien, ils vont commencer à s'agglutiner simplement parce qu'ils vont entrer en collision. Des petits grains vont donner des petits cailloux, des cailloux des galets, les galets des rochers, etc. Les plus gros attirant les plus petits. Et à la fin, on va former ce qu'on appelle des noyaux planétaires, vraiment des amas très massifs, des noyaux très très massifs, qui vont, pour certains, à l'extérieur du système, en tout cas par exemple du système solaire, attirer le gaz et nettoyer, je dirais, le reste du disque de son gaz et conserver ce gaz. Et puis celles au centre eh bien, ne pourront pas maintenir ce gaz pour des raisons sur lesquelles je reviendrai peut-être tout à l'heure si j'ai un petit peu de temps. Donc voilà, le mécanisme de formation des étoiles et donc des systèmes planétaires, eh bien, on commence vraiment à le maîtriser, à très bien le comprendre, et notamment pour le système solaire. Alors, est-ce qu'on en a des preuves ? Bien oui, on a des indices. Déjà, vous voyez, alors ça c'est une image d'artiste, bien entendu, d'une étoile en formation, donc très très jeune. La matière s'est rassemblée au centre pour devenir vraiment une étoile, donc les réactions nucléaires se sont allumées, mais il y reste encore sous ce disque proto-planétaire, on peut dire. Et ce disque, eh bien, en fait, on peut très bien le distinguer dans des régions où se forment les étoiles. Les étoiles dans notre galaxie, mais ils s'en forment sans arrêt, il faut le savoir. Et même, ils s'en forment dans des régions qui sont en fait très lumineuses parce que les étoiles les plus massives vont illuminer le gaz et faire que le gaz devienne lumineux. Et du coup, c'est sur ce fond lumineux qu'on voit se dessiner, vous voyez, ces silhouettes qui correspondent en fait à ces disques de formation, ces disques, je dirais, proto-planétaires. Ça, c'est dans une région, dans la région d'Orion, on a comme ça pu observer un certain nombre de ces disques. Et puis également dans cette théorie finalement de formation d'étoiles où il va se creuser, si vous voulez, un sillon à partir de la matière assemblée dans le disque et donc formation des planètes, et bien ça y est, on a réussi déjà maintenant à obtenir quelques images de certains de ces systèmes, comme celui-ci sur lequel je reviendrai, ce qui est un résultat assez récent, où vous voyez une planète vraiment dans un disque et avec, je dirais, un peu une cavité qui s'est dessinée, qui correspond probablement à la formation de la planète qu'on voit ici, qui a ramassé d'une certaine façon la matière. Alors, il faut savoir que si c'est qu'en 1995 qu'on a détecté la première exoplanète, c'est parce que détecter une planète, c'est vraiment très, très difficile. Si vous comparez déjà simplement les tailles, la taille des objets. Jupiter par rapport au Soleil, en taille, en diamètre, on va dire, c'est le 10e. Donc le 10e, ça veut dire qu'en surface, c'est le 100e, en volume, c'est le 1000e. Donc en gros, la masse, 1000 fois plus faible. Si c'est la Terre, elle, son diamètre est 1/100e à peu près du diamètre du Soleil. Donc là encore, si on fait les calculs de surface, eh bien, ça veut dire 1/100e de surface, et donc 1 millionième
un 10 millième de surface, et un millionième en volume, et donc en grosso modo en masse. Ça veut dire que si on veut détecter à partir de ces quantités-là, eh bien déjà on sent que ça ne sera pas très facile. Mais en plus, la détection directe, en fait, est extrêmement rendue difficile parce que la Terre n'est pas brillante en tant que telle, donc elle ne fait que réfléchir la lumière du Soleil. Et donc, elle est 10 milliards de fois moins brillante que le Soleil. C'est un peu comme si vous voyez ici une luciole qu'on peut imaginer distinguer ici, qui est autour d'un phare maritime. Et lorsque le phare vous éclaire, eh bien, vous ne voyez absolument plus la luciole. C'est assez comparable, finalement. Et en plus de ça, donc, le rapport, je dis, de luminosité est colossal. Mais en plus, la planète... elle est vue en fait très près de son étoile, elle est en orbite autour de l'étoile, et donc elle va être complètement noyée dans, je dirais, la tâche de l'image que va donner un télescope de cette étoile. Donc vraiment, c'est vraiment difficile. Alors pour l'illustrer, bien sûr, j'aime bien présenter cette image, mais là, c'est beaucoup trop facile. Enfin, je l'imagine en tout cas sur votre écran. Je vous demande de voir, et bien sûr, je n'entendrai pas vos réponses, mais ce n'est pas grave, si vous voyez une planète autour de cette grosse étoile. Alors, bon, c'est tellement facile que je peux la montrer tout de suite. Où est la planète ? La planète, elle est ici. En fait, cette planète que j'ai introduite dans cette image, elle est 100 000 fois trop brillante. C'est-à-dire, dans la réalité, une vraie planète serait 100 000 fois plus faible qu'ici, d'accord ? Et en plus de ça, l'étoile, bien sûr, ne serait pas cette magnifique sphère, mais l'image de l'étoile baverait absolument partout, donnerait, je dirais, des effets dus à la fois à l'atmosphère, à la qualité de l'optique, à toutes sortes de défauts qui masquent complètement l'image de la planète. Donc, détecter directement une planète, c'est vraiment terriblement difficile. Vous verrez que pourtant, ça a été fait dans un certain nombre de cas. Alors, on s'est du coup intéressé à des méthodes indirectes pour détecter ces planètes, c'est-à-dire on ne voit pas la lumière de la planète, mais on s'intéresse à d'autres effets, comme par exemple ce que j'appelle ici la danse des étoiles, qui est simplement, vous voyez ici l'analogie avec un lanceur de marteau. Si vous regardez le bassin du lanceur de marteau, on voit bien qu'il décrit un petit cercle lui-même. Eh bien, une planète qui serait ici en orbite autour d'une étoile, simplement parce qu'on dit que le centre de gravité, lui, ne bouge pas, il est ici, le centre de gravité, eh bien, l'étoile va décrire un tout petit cercle, minuscule, bien sûr, à l'échelle, je dirais, d'un système planétaire, mais il décrit un petit mouvement. Et donc, on a cherché à détecter à la fois le déplacement de l'étoile sur le ciel, ce petit mouvement apparent, puis aussi sa vitesse. Vers nous, si on regarde l'étoile, eh bien, on peut la voir s'éloigner ou se rapprocher de nous. Et ça donnait lieu à deux méthodes. La première, ce qu'on appelle l'astrométrie. On arrive à mesurer ce minuscule déplacement apparent de l'étoile. Donc, si on regardait une étoile, par exemple, des aliens qui surveilleraient, je dirais, notre Soleil, eh bien, verraient vraiment, vous voyez, le diamètre du Soleil. Voilà le mouvement apparent qu'a le Soleil dû simplement au fait qu'il y a plusieurs planètes, dont Jupiter, qui joue le rôle principal autour de lui, et qui fait que le centre de gravité, lui, est ici, ne bouge pas, et le Soleil décrit cette petite trajectoire, vous voyez, qui n'est pas très loin finalement d'être centrée sur un axe, en gros à peu près, qui est tangent à sa surface. Alors, en fait, ce mouvement minuscule, qui est exprimé là en microsecondes d'arc, je ne rentre pas trop dans les détails, c'est un angle très 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 petit, eh bien, on peut pourtant le mettre en évidence avec notamment le satellite Gaïa, qui est un satellite européen qui a un succès fantastique, et c'est un satellite, alors je vais vous présenter un peu juste rapidement comme ça la vidéo. Il est équipé de deux télescopes qui visent dans deux directions. Si vous voulez, on va voir le balayage, et il tourne sur lui-même. Et donc, comme ça, il va balayer absolument l'ensemble du ciel, et simultanément, donc, voit défiler les étoiles devant lui. Et en comparant tous ces couples d'étoiles qu'il va mesurer simultanément, eh bien, il est capable de positionner les étoiles avec une précision tellement phénoménale qu'on peut effectivement même distinguer cette danse, je dirais, de l'étoile localement due à ces planètes. Alors, dans l'an prochain, justement, le satellite Gaïa va délivrer, je dirais,
les résultats concernant ces planètes. Il y aura probablement 20 000 nouvelles planètes qui seront apportées par ce satellite. Pour l'instant, disons que c'est gardé, hein, non pas un secret, mais on veut avoir absolument tout l'ensemble des résultats depuis le lancement de Gaïa. Alors, juste pour donner une petite idée quand même de la difficulté, cela revient, je dirais, à avoir dansé dans le vent une marguerite qui serait à Dakar, en Afrique, depuis Paris, depuis 4000 km. Vous voyez un peu l'exploit technique que représente une telle mesure. La deuxième méthode qui met en jeu cette danse, je dirais, des étoiles, hein, j'espère que je n'ai pas dit des planètes tout à l'heure, la danse des étoiles, en quelque sorte, due à la présence de planètes, eh bien, à ce coup-ci, c'est le fait que la couleur de l'étoile va changer un tout petit peu quand elle va s'approcher ou s'éloigner de nous. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. L'effet Doppler, je dirais, c'est le fait que lorsqu'un mobile va émettre une onde, par exemple une onde sonore, vous connaissez très bien ce phénomène qui fait que lorsqu'une voiture passe rapidement près de vous, un changement de fréquence, on entend ce miaou, comme ça, que vous connaissez bien. Et bien pour la lumière, c'est la même chose. Et on voit que la lumière, les ondes qui sont émises, et j'ai perdu mon curseur, mais je vais bien finir par le retrouver. Bon, non, c'est pas grave. Les ondes qui sont émises donc vers un observateur qui voit le mobile s'approcher, eh bien, seront un petit peu plus courtes, donc un petit peu plus bleues, tandis qu'un observateur qui voit effectivement le mobile, et en l'occurrence une étoile, s'éloigner, elles seront un tout petit peu plus rouges. Voilà, c'est des effets extrêmement faibles, mais qu'on peut mettre en évidence grâce à ce qu'on appelle un spectrographe ou un spectromètre, ici on l'appelle. Vous voyez, et ce qu'on mesure, c'est donc bien la lumière de l'étoile. Hein, on ne se trompe pas, la planète tourne autour, on ne voit absolument pas sa lumière. On regarde la lumière de l'étoile, et lorsque l'étoile, effectivement, s'éloigne, mais la lumière devient un petit peu plus rouge, ce qui est illustré là, et quand elle se rapproche, elle devient un petit peu plus bleue. Et dans cette lumière d'une étoile, il y a toujours ces espèces de traits noirs qui correspondent au fait que, simplement, certains éléments, comme l'hydrogène, l'hélium, d'autres, absorbent un petit peu plus la lumière. Et donc, on peut du coup mesurer très précisément, grâce à ce qu'on appelle ces raies spectrales, ces décalages. Mais c'est minuscule, hein, bien entendu. C'est extrêmement exagéré dans cet effet. Et ça, c'est la méthode, par exemple, qu'ont utilisé... je reviens juste terminer là-dessus, qu'ont utilisé donc Michel Mayor et Didier Queloz pour détecter la première exoplanète. Et ensuite, avec d'autres chercheurs, on en a détecté beaucoup comme ça. Troisième méthode, alors là, qui n'a rien à voir avec le mouvement, je dirais, la danse de l'étoile, c'est simplement le fait que dans certains cas, vous voyez, si on est bien disposé, la planète, en passant devant le disque de l'étoile, va en cacher une petite partie. Et donc, on va voir une légère diminution de la luminosité, de l'éclat apparent de cette étoile. Et donc, si on le mesure de façon régulière, on s'aperçoit que tous les 6 mois, eh bien, on a une petite diminution et qu'elle est cohérente avec le fait que ce soit une planète. C'est-à-dire qu'on peut avoir détecté une planète dans ce cas-là. Il y a beaucoup de cas où il y a des faux, ce qu'on appelle des faux positifs, mais très souvent, on peut en détecter. Alors, c'est très intéressant parce que cette méthode donne la taille de la planète. On voit bien que la diminution de l'éclat de la planète, simplement, est bien proportionnelle, finalement, d'une certaine façon, à la surface de la planète. Et donc, on a la taille de la planète. Or, la méthode précédente, je ne l'ai pas dit explicitement, mais elle nous donne, en général, la masse de la planète. Et donc, si on arrive, dans certains cas, à voir les deux, bien c'est fantastique, parce qu'on a à la fois la masse et la taille, et donc on a la densité de la planète. Ce qui veut dire qu'on peut commencer à faire de la planétologie comparée, si vous voulez, des planètes, et c'est le cas pour un grand nombre de planètes. Alors, bien sûr, l'inconvénient de cette méthode, il faut que nous, observateurs de cette étoile, on soit dans le bon plan, qu'on soit juste dans le plan, je dirais, des orbites planétaires, ce qui, grosso modo, on va dire, c'est de l'ordre du %. Donc, si on surveille une centaine d'étoiles, on a une chance d'en avoir une, effectivement, dans ce cas-là, pour laquelle on pourra détecter une ou plusieurs planètes. Et c'est, effectivement, des missions, notamment
dans l'espace. Et par exemple, je vous présente cette mission COROT qui a détecté la première planète dont on a pu dire qu'elle était pratiquement, disons, de type terrestre, tellurique, c'est-à-dire une petite planète solide, rocheuse en quelque sorte. Et c'est un satellite français, donc sur lequel j'ai eu la chance de travailler avec de nombreux collègues. Et vous voyez la petite diminution là de luminosité, d'éclat, on va dire, de l'étoile. Si vous regardez les chiffres ici, on passe de 1 à 0,9999, quelque chose comme ça. C'est 0,035%. C'est tout petit. Pourquoi ? Parce que simplement, c'est une petite planète. Elle fait de l'ordre de 2 fois le rayon de la Terre. Et c'était vraiment la première dont on a pu affirmer qu'elle était rocheuse, etc. Voilà. Et vous voyez, cette planète, elle est un peu particulière quand même. Elle s'appelle donc COROT 7b. Elle est tellement proche de son étoile qu'en fait, on peut montrer qu'elle a une face qui ne bouge pas, mais disons, elle n'est pas en rotation et qui est tellement chaude, de plus de 2000 degrés, que c'est certainement, il y a forcément un lac de lave en fusion d'un côté, puis l'autre côté, qui lui est exposé à l'espace libre, eh bien, il est totalement glacé. Alors voilà, c'est une planète qui n'est pas très habitable, c'est certain, quoique entre 2000 degrés et puis 45 degrés Kelvin, ou moins, si vous voulez, moins 900 degrés, ben, il y a une petite zone, on l'a mesurée en disant elle doit faire 9 km, enfin pas mesurée, on a fait le calcul, de laquelle la température serait acceptable. Mais bon, c'est une planète, c'est certainement totalement invivable parce que son atmosphère ne peut pas survivre non plus. Voilà, alors... Quatrième méthode, et j'arrêterai là, il y en a d'autres, mais disons qu'il faut faire une sélection. Pour voir la planète, vraiment la voir, la détecter directement, eh bien, on va chercher à cacher l'étoile pour atténuer, vous voyez, cet énorme facteur dont j'ai parlé tout à l'heure de 10 milliards dans le cas de la Terre. Bien sûr, dans d'autres cas, c'est quand même plus facile. Et on va utiliser pour ça, donc d'abord, des très grands télescopes, parce que plus un télescope est grand, plus il est capable d'avoir, si vous voulez, une finesse de détail des images qu'il va produire, une très grande finesse de détail. C'est une loi qui est liée, je dirais, vraiment à la physique. Donc voilà un instrument, là, qui a été développé avec des collègues, qui s'appelle SPHERE, et qui permet de faire, je pense, cette imagerie ultra fine, donc en corrigeant même en plus de ça les effets de l'atmosphère. C'est très sophistiqué, très complexe, mais ça fonctionne. Et en plus de ça, donc on va cacher l'image de l'étoile, vraiment l'étoile centrale, par des dispositifs optiques, comme celui-ci, par exemple, voilà, qu'on a développé dans notre laboratoire, où le masque est transparent. Ça paraît bizarre, on va dire un masque transparent, ben, ça ne veut pas cacher la lumière. Eh bien si, à cause de ce qu'on appelle des phénomènes d'interférence. Et si vous centrez bien l'étoile sur ce masque, qui est un bloc de verre, vous voyez que ces petites marches, eh bien sa lumière va s'atténuer. C'est illustré là. Hein, vous voyez, c'est dans un laboratoire qu'on fait l'expérience, mais on fait défiler l'étoile artificielle sur le centre du masque et on voit que sa lumière disparaît presque totalement, tandis qu'une planète qui, elle, dont la lumière passerait sur le côté, deviendrait détectable. Alors, ça fonctionne. Je vous ai déjà montré cette image donc d'un système dans lequel on a à la fois et le disque où se forment les planètes, donc un système jeune nécessairement, une planète vraiment en formation qui est détectée absolument sans ambiguïté. Là, au centre, bien sûr, serait l'étoile, mais là, on l'a masqué par des dispositifs tels que je vous les ai présentés. Voilà. Alors là, d'autres systèmes qui ont été, avec le même instrument SPHERE, obtenus il y a quelques années déjà. Vous voyez un système là, de 4 planètes qui était déjà connu. Ce n'est pas l'instrument SPHERE qui l'a découvert, mais voilà, il en a fait une image qui est particulièrement réussie, toujours en masquant bien sûr l'étoile qui est au centre par des moyens à la fois optiques et en même temps de traitement numérique. Et puis peut-être un joli, un très beau résultat obtenu d'ailleurs au sein d'une équipe qui était conduite par Anne-Marie Lagrange, de l'Académie des sciences, qui est la planète Beta Pictoris B. Alors là, j'ai rajouté, vous voyez, l'étoile qui est au centre de cette planète, mais c'est une planète de ce système, pardon. Vous voyez, on distingue tout à fait bien, finalement, le disque dont je vous parlais au début, qui est vu complètement par la tranche dans ce cas-là. C'est-à-dire on a encore le disque qui contient à la fois de la poussière et du gaz, dans lequel se forment les planètes. Et de fait, lorsqu'on
utilise ensuite les techniques que je vous ai présentées de masquage, eh bien, on a pu donc détecter effectivement en 2003 une planète, je crois que c'est toujours la planète la plus proche de son étoile qu'on a détectée, elle est à peu près à la distance de Saturne, l'équivalent sur la distance de Saturne, et puis on l'a resuivie après, revue en 2010 quand elle est passée derrière son étoile. Voilà, c'est un très joli résultat. Donc vous voyez, dans un certain nombre de cas, il est possible de détecter directement les planètes, c'est des cas très particuliers, des systèmes très très jeunes où en fait la planète elle-même a, disons, émet suffisamment de lumière pour que le contraste devienne tolérable. Voilà. Alors, je vais terminer, si j'ai encore quelques minutes, finalement, en essayant de résumer un peu qu'est-ce qu'on a appris sur ces mondes. Alors, aujourd'hui, il y a près de 4800 planètes qui ont été détectées par les différentes méthodes que je vous ai présentées. Je vous l'ai dit, dans moins d'un an, en fait, il y en aura probablement 20 000 de plus grâce à Gaïa. Donc, restez à l'écoute. Et qu'est-ce qu'on a appris? D'accord. D'abord, on peut affirmer que pratiquement toutes les étoiles ont des planètes, ce qui est assez cohérent finalement avec le mécanisme de formation que je vous ai présenté. La plupart du temps, il y a plusieurs planètes. On a détecté des systèmes. Vous voyez là, cette image, ce montage, qui résulte finalement des résultats obtenus par le satellite Kepler, qui a suivi le satellite Corot, qui a obtenu nettement plus de détection. Bon, c'est un plus grand satellite et plus sensible. Mais vous voyez, tout ça, on a représenté là les systèmes planétaires détectés par Kepler. Vous voyez la variété incroyable. On a une grosse planète avec une toute petite ici, puis des systèmes où il y a beaucoup de planètes, une immense variété. Donc les systèmes planétaires sont la règle, je dirais, et en même temps, ils ne sont pas tous uniques, ils ne se ressemblent pas tous. Alors, des systèmes d'ailleurs qui ressemblent à notre système solaire, en fait, ils sont très rares. C'est-à-dire où il y a une série de planètes, je dirais, telluriques, et puis une série de planètes géantes gazeuses, c'est très rare. Je vous donne juste un exemple. Un système qui s'appelle TRAPPIST 1. Alors attention, c'est une image d'artiste, mais en revanche, les diamètres des planètes sont bien respectés, et leur distance à l'étoile, qui est ici, elle, est respectée également. C'est un système très particulier où il y a 7 planètes, pratiquement de la taille de la Terre, pas une seule grosse planète. 3 d'entre elles sont dans une zone qu'on dit habitable, c'est-à-dire où peut-être l'eau, enfin où probablement, disons, de l'eau liquide pourrait rester liquide, ne serait pas ni de la glace ni de la vapeur. Bon, voilà, donc c'est certainement un objet très 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 intéressant à continuer à étudier. Les petites planètes analogues à la Terre sont beaucoup plus fréquentes que les grosses comme Jupiter. Ça aussi, c'est un résultat maintenant qui est clair. Là, je vous présente juste un graphe, si vous voulez, où on groupe les planètes en type tellurique, en type Neptune plutôt, intermédiaire, et puis Jupiter. Et vous voyez, ça, c'est le nombre de planètes détectées sur les 4800 et quelques. Je l'ai cherché sur le site exoplanète.eu de l'Observatoire de Paris. Et vous voyez que le nombre de planètes petites est nettement plus grande que les autres, mais c'est d'autant plus vrai qu'en fait, elles sont beaucoup plus difficiles à détecter. Donc en fait, il doit y en avoir en fait beaucoup plus même par rapport, si vous voulez, au nombre de planètes, je dirais, notamment des grosses planètes. Les planètes Neptune, on sait elles sont aussi assez nombreuses. Voilà, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le scénario de formation des planètes par cette accrétion telle que je vous l'ai décrit au début, eh bien, il est vraiment confirmé. C'est-à-dire on explique bien qu'au centre se forment des planètes telluriques, au centre, c'est-à-dire entre ce qu'on appelle, enfin, dans la partie centrale où il ne peut plus y avoir de glace, simplement parce qu'elle est vaporisée ou elle est plutôt sublimée par la lumière de l'étoile, et puis la partie extérieure où, en fait, vous voyez, des particules à la fois glacées peuvent se maintenir, donc donner en fait des noyaux de départ beaucoup plus gros, beaucoup plus massifs, qui vont être capables de retenir le gaz. Donc on comprend bien pourquoi on forme des planètes gazeuses géantes, si vous voulez, dans les parties externes des systèmes planétaires et des planètes plus petites dans les systèmes centraux. Tout ça se confirme bien, finalement, je dirais, par la statistique et l'étude de tous ces systèmes qu'on a découverts. Et puis, enfin, ce qu'on peut dire, c'est que maintenant, ça y est, on commence à détecter des composants de l'atmosphère de quelques planètes, de l'eau, des nuages, des petites particules dans certains cas. Alors, comment fait-on ? Eh bien, vous voyez, par exemple, enfin, pour l'instant, c'est essentiellement
en regardant des planètes qui transitent, c'est-à-dire qui passent devant le disque de leur étoile. Et donc, à ce moment-là, du coup, ça veut dire qu'une partie de la lumière, vous voyez, peut traverser l'atmosphère de la planète, d'accord? Et donc, on va, en utilisant toujours ces spectrographes ou ces spectromètres, eh bien, on va analyser cette lumière qui a traversé donc l'atmosphère et on va faire là encore apparaître, si vous voulez, des bandes sombres qui correspondent à des éléments. Et ces éléments, bien, on peut les identifier. Et par exemple, je vous donne juste un exemple ici qui est assez remarquable. Tiens, pourquoi ça a disparu? Voilà, où on voit sur cette planète qui s'appelle donc K2-18b, nom superbe, K comme Kepler, mais on voit, si vous voulez, quand on analyse cette lumière, ça correspond finalement en mettant ça en intensité, l'équivalent d'une coupe de ce qu'on voit ici, eh bien on voit apparaître quelque chose qui correspond à de l'eau. Donc on est sûr que sur cette planète, ou quasiment sûr, on n'est jamais totalement certain en science, bien sûr, qu'il y a de l'eau dans l'atmosphère de cette planète. Alors on a détecté beaucoup d'atomes, d'hydrogène, d'oxygène, de sodium, de potassium et autres, des molécules de méthane, d'eau, de gaz carbonique, de monoxyde de carbone, et puis aussi des particules qui donnent des nuages d'alumine, de magnésie, de glace, voilà, qui donnent un comportement aussi particulier. Alors c'est un nombre très limité de planètes pour lesquelles on a pu faire ça, mais vous voyez, on progresse. Alors vous voyez cette analyse finalement qui commence à nous donner la composition de ces systèmes, mais on peut se dire peut-être qu'on pourra apprendre des choses sur la vie sur d'autres planètes. Et de fait, toujours Épicure avait vraiment aussi eu cette pensée quand même assez extraordinaire pour l'époque, d'écrire d'autres mondes avec des plantes et d'autres êtres vivants, certains similaires et d'autres différents des nôtres, doivent exister. C'est quand même tout ça est toujours très émouvant. Oui, on espère bien un jour, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, qu'on aura au moins, sinon des certitudes, au moins des indices forts sur la présence de vie, ou non d'ailleurs. Parce que la statistique sera intéressante si dans un certain nombre de planètes dites habitables, c'est-à-dire dans une région suffisamment tempérée, on ne trouve pas la vie, peut-être que ça nous donnera aussi un peu des idées sur le fait qu'on est plutôt unique ou pas. Alors voilà, je vous présente simplement là des éléments d'un projet qu'on avait soumis en 95, donc vous voyez, il y a déjà pas mal de temps, avec des collègues très ambitieux dans l'espace, qui cherchaient, le but est de détecter en fait 3 composants, l'eau, l'ozone et puis le gaz carbonique, où en faisant tout un raisonnement, on peut se convaincre probablement que si on les détecte tous les 3 ensemble, alors là, il s'agit simplement là du spectre de la Terre, où effectivement on les détecte tous les 3, de Mars et de Vénus, enfin de Vénus et de Mars, dans l'ordre, où on ne les détecte pas tous les 3 ensemble, eh bien, probablement, ça veut dire qu'une forme de vie était capable, en fait, de générer des chaînes carbonées. Des chaînes carbonées qui sont, on en est quand même à peu près persuadé, à la base de toute vie. Il n'y a pas vraiment d'autres systèmes pour coder de l'information du vivant. Mais enfin, bon, tout ça se discute. Alors, voilà, on pense qu'on a déjà les capacités techniques pour détecter la vie sur d'autres planètes. Simplement, il faut des bons critères. Donc, il y a beaucoup d'études qui sont faites pour essayer d'établir des critères, je dirais, très robustes, très solides de cette détection. Voilà, et je vais bientôt terminer. Donc, aller plus loin, eh bien, on continue, bien entendu, à progresser. Donc, depuis l'espace, il y aura très bientôt, en octobre de cette année, le lancement d'un très grand télescope de 6,50 m de diamètre dans l'espace, qui fonctionnera dans l'infrarouge, donc très bien adapté pour l'étude des planètes. Le domaine infrarouge est particulièrement riche, notamment pour l'étude des molécules. On a beaucoup travaillé dessus avec des collègues à l'Observatoire de Paris. Il va beaucoup s'intéresser donc à la caractérisation de l'atmosphère. Et puis, il y aura un peu plus tard aussi un satellite européen, Plato, qui, lui, va chercher plutôt par la méthode des transits, rechercher des analogues de la Terre. Vous voyez, il est composé, c'est un peu assez étonnant, ce n'est pas un grand télescope comme ici le James Webb Space Telescope, mais au contraire, c'est toute une collection de petits télescopes qui, eux, ont un très grand champ et donc peuvent voir simultanément beaucoup d'étoiles brillantes notamment, et donc s'y permettrait de détecter
par la méthode des transits des analogues de la Terre. Donc, vous voyez, beaucoup de progrès encore sont attendus dans les années qui viennent, et puis aussi depuis le sol. Je vous ai parlé tout à l'heure des grands télescopes, je vous en ai montré un qui permet d'avoir des finesses d'image remarquables, mais aussi on peut les grouper. Et par exemple, les 4 télescopes de 8 mètres du Very Large Telescope européen, qui est au Chili, eh bien, on peut combiner leurs lumières, et ça commence à se faire, si vous voulez, pour faire ce qu'on appelle de l'interférométrie. Je ne rentre pas dans les détails, mais qui vous donne en fait la capacité, si vous voulez, de voir des détails qui correspondraient à un gigantesque télescope qui aurait ce diamètre-là. Et donc, là aussi, la caractérisation des planètes, des exoplanètes, un programme qui démarre avec notamment un instrument qui s'appelle Gravity pour faire ces études. Et puis, bientôt aussi, en 2026 en principe, il y aura l'Extremely Large Telescope européen, 39 mètres de diamètre, pour vous rendre compte un peu de l'échelle. Voilà, c'est des personnages qui sont ici, c'est absolument gigantesque. Et là encore, comme je vous l'ai dit, plus un télescope est grand, plus la finesse de détail est grande, et plus on pourra explorer donc des systèmes d'exoplanètes de plus en plus finement. Voilà, et je voulais terminer par une dernière diapo qui est un peu un message. Il n'y a pas de plan B ou de planète B. J'ai repris un peu le titre d'un ouvrage. En ce moment, vous savez, on vit des choses pas toujours, disons, très optimistes. On parlait, il y a entre le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, l'invasion par le plastique, la pollution, sans parler bien sûr des virus. Puis, par ailleurs, on a ces découvertes de planètes qui sont peut-être habitables. Je vous ai dit, il y a des planètes qui sont dans la zone où se trouve l'eau liquide. Et donc, il naît un peu ce mythe qu'on pourrait peut-être un jour trouver une planète sur laquelle l'humanité pourrait se transporter et puis repartir sur des bas de Seine. Alors, je dois vraiment vous le dire, c'est vraiment totalement illusoire. Les distances sont absolument colossales. L'énergie qui est nécessaire pour propulser des vaisseaux, d'abord pour les construire, des gigantesques vaisseaux, serait aussi faramineuse. Plusieurs fois l'énergie que toute la planète utilise actuellement, que l'humanité utilise. Les temps de voyage aussi de plusieurs siècles. Simplement pour vous donner une précision, une idée précise. Pour l'instant, lorsqu'on va vers Mars, on envoie des sondes vers Mars, les sondes vont à peu près à 25 km par seconde, ce qui est très, très, très rapide. Si cette vitesse, on l'appliquait à un voyage vers l'étoile la plus proche, il faudrait 2000 siècles pour y arriver. Donc, c'est vraiment un mythe. Le plus important, c'est plutôt de considérer qu'on n'a que cette planète, qu'il faut la soigner, il faut la guérir. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Daniel, pour cet exposé absolument passionnant. Puis le dernier message qui est adressé aussi, que je trouve qui est particulièrement important. Bon, c'est dommage qu'on ne puisse pas poser de questions. Je suis sûr qu'il y en aurait des milliers. Moi, j'en ai quand même une au passage. J'en profite. On a l'impression qu'il y a une espèce de possibilité, pas infinie, mais extrême, d'avoir des finesses d'analyse de plus en plus grandes, etc. Il y a beaucoup de pseudo-terres qu'on voit. Est-ce qu'un jour, on trouvera des satellites de ces planètes ? Alors, des satellites de ces planètes, oui, c'est possible, bien sûr. Ça serait... Alors, je me demande même s'il n'y a pas eu un cas qui n'est pas complètement confirmé, mais l'analyse simplement du timing, par exemple, avec le transit d'une planète qui est en principe très régulier, s'il y a une lune autour, eh bien, ça va décaler toujours l'effet de centre de gravité. Et donc, il y a au moins un cas où on est à peu près sûr qu'on a détecté... Enfin, à peu près, non. Je crois que, disons, il y a une grande chance qu'on ait détecté une lune dans ce cas-là. Donc, oui, la possibilité de détecter des satellites, des lunes est tout à fait possible. Et ça va forcément s'améliorer dans les années qui viennent. Merci beaucoup. Alors, nous allons continuer maintenant en partant du côté des élèves. Et je vais d'abord donner la parole à Manon Kénéen qui va nous parler du travail des collégiens. C'est cela ? Oui, bonjour. Alors, la librairie partenaire des collèges est la librairie L'Armitière située à Rouen qui distribue tous les livres de la sélection chaque année dans tous les collèges de France.
Cette année, 20 académies ont pu participer au prix, dont 52 collèges, ce qui représente 65 classes et 1612 élèves. Voici la sélection. Les élèves ont dû donc lire 10 ouvrages. Et les professeurs ont travaillé de façon interdisciplinaire autour de ces ouvrages qui associaient des documentaires, des encyclopédies, des bandes dessinées et également des ouvrages de fiction littéraire. Alors, les élèves de l'Académie de Normandie ont rencontré des auteurs grâce au partenariat avec la librairie L'Armitière, Carole Trébord, Guillaume Duprat, Philippe Nessmann et Christophe Galfard. Nous allons maintenant présenter les productions pédagogiques de certaines classes qui ont été sélectionnées à partir de nombreuses productions qui sont disponibles sur le site du blog, le blog du prix Sciences pour tous. Alors voici un carnet de lecture qui a été réalisé par des professeurs du collège Jean de la Varande, qui leur a permis d'être accompagnés dans leur lecture. Et l'EREA d'Alain Fournier, dans l'Académie de Dijon, a réalisé un escape game pour sortir de l'ISS. Nous allons donc voir tout de suite comment jouer à cet escape game et comment sortir de l'ISS. Bonjour, je vais vous présenter l'escape game mathématique numérique Pluie de météorites dans la Station spatiale internationale. Ce projet a été réalisé par le Collège des Ursulines de Toulouse en collaboration avec l'EREA Alain Fournier de Beaune. Tout ceci dans le cadre d'un projet e-twinning. L'idée est venue car nous participons au concours du prix de livre Sciences pour tous. Le thème étant l'astronomie, c'est tout naturellement que nous avons décidé d'organiser un escape game dans l'ISS. Voilà donc la page d'accueil. Vous arrivez sur le scénario. Je vous invite à le lire pour savoir quelle est votre mission. Ensuite, en faisant défiler l'écran, vous arrivez à un compteur. Il suffira alors de mettre le compteur à 50 minutes, puisque c'est le temps qui vous est permis pour réaliser cette mission. C'est parti. Nous pouvons maintenant accéder à la partie escape game et rentrer dans l'ISS. C'est un univers 3D, il faut utiliser le clic et la souris afin de déplacer dans ces photos en 3 dimensions. Vous êtes donc dans l'ISS et vous pouvez vous déplacer à l'aide de petites flèches interactives. Dans le décor se dissimulent d'autres petits objets interactifs. Ici, ce sont des fusées. Ces fusées vous permettent d'accéder à des applications géniales qui sont en réalité des énigmes mathématiques que vous devez résoudre. Une fois les énigmes résolues, vous obtenez des indices. À vous de jouer. Car ces indices vous permettent au fur et à mesure d'avancer dans l'ISS, puis finalement d'accéder à un sas et à une seconde partie. Trouvez le bon code et accéder à la seconde partie. Bonne balade à tous dans l'ISS. Nous allons maintenant visionner une vidéo qui a été faite par les élèves du collège Schweitzer dans l'Académie de Lille et qui, elle, présente vraiment la manière dont ils ont travaillé autour des livres, comment ils les ont lus, comment ils les ont approchés et aussi comment ils ont choisi peu à peu de se diriger vers le livre lauréat.
Nous avons eu la chance de pouvoir participer à un projet qui se nomme Science pour tous. Donc le but, c'est d'élire le meilleur livre scientifique sur un thème donné. Donc cette année, le thème, c'était l'espace. Donc nous, élèves de la 4e G, avons travaillé sans relâche pour pouvoir vous présenter ce projet. Donc au début, il y en avait 10, à la fin, il n'en restera que 3. Il vit sur un nuage qui s'appelle le Blueberry et il est à l'île autonome. Ils ont tous sur leur maison, ils ont des éoliennes pour faire leur électricité, ils ont des champs pour se nourrir. À chaque fin de chapitre, il y a des trucs scientifiques qui nous apprennent. Par exemple, toutes les formes de nuages. Au milieu, il y a des nuages qui nous permettent de savoir si, par exemple, il y en a un qui s'appelle le Cyrus et on sait qu'il va pleuvoir dans 24 heures si on en voit un. Moi j'ai beaucoup aimé le fait que ça parle beaucoup de racisme, aussi de misogynie, parce que c'était une femme noire. Et en soi, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas beaucoup de science, c'est pas des termes hyper scientifiques, donc c'est très compréhensible. Et à partir de quel âge on peut lire ce livre? Je pense que c'est plutôt adolescent, adulte, parce que les enfants souvent ils comprennent pas le racisme quoi. Ouais, à partir de 13 ans c'est bien. Il y a une citation qui vous a marqué? Moi vraiment une citation que j'ai beaucoup aimée c'est tu n'es pas meilleur que les autres, mais les autres ne sont pas meilleurs que toi. Ouais, c'est vraiment un des pieds de la manière de penser du personnage, dans le sens où elle n'est pas au-dessus des autres. Elle est brillante, mais pas au-dessus des autres. Ils sont tous égaux. Et c'est aussi un peu en rapport avec le racisme de l'histoire, par rapport à la société de l'époque dans laquelle l'histoire est racontée. Il s'appelle Mission Mars et c'est un livre dont le lecteur est un personnage du livre. En fait, dans ce livre, on est le propre lecteur du livre et on doit créer des choix. En fait, sur la page, à la fin, il y a un numéro. Donc c'est un numéro d'une page et du coup, tu as entre 3 ou 2 choix, ça dépend de la page. Et du coup, tu dois choisir quelle page tu prends et en fait, tu fais tes choix toi-même. Donc tu crées ton histoire. Et si on fait les mauvais choix, il peut y avoir des conséquences, différentes conséquences. Nous avons lu un livre extra génial sur l'espace et au-delà. Il a été écrit par Adam Frost, un jardinier paysagiste qui est devenu écrivain au fil du temps. Les idées scientifiques qui sont réelles et qui sont vraiment simples à comprendre. Les sujets aussi qui sont différents des sujets des livres d'adultes. Les lecteurs cherchent à apprendre de nouvelles choses sur l'espace. C'est un livre que tout le monde peut lire. J'ai aimé la manière dont c'est présenté avec les images et je pense que c'est bien fait et du coup ça aide à plus comprendre le livre. Je conseille plus pour 10 ans les enfants qui veulent apprendre la science facilement. C'est Du ciel à l'espace. C'est Xavier Lozorose qui l'a écrit. C'est un documentaire, une encyclopédie. Illustré. Très bien illustré. Ça touche un peu à tout, c'est bien. Ça touche beaucoup de domaines. Moi j'ai beaucoup aimé les images. Il y a des très belles photos. Elles sont très impressionnantes. Moi, ce qui m'a marqué, ce sont les quasars, ce sont les objets SS les plus lumineux de l'univers. Moi, je dirais qu'il est intéressant parce que il y a vraiment beaucoup de sujets dans le livre. C'est une BD et le titre c'est Dans la combi de Thomas Pesquet. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce livre? Les vignettes colorées et le sens du détail dans les vignettes. Il y avait beaucoup d'humour aussi. On voit bien tous les détails pour être astronaute. La citation qui m'a le plus marqué, c'est perdre c'est pas grave mais c'est un peu chiant quand même. Tout le monde peut le lire, même les petits comme les grands, il n'y a pas d'âge. C'est assez compréhensible, surtout les dessins ils sont assez bien. Donc même si on ne sait pas lire, on peut comprendre avec les dessins. Aussi, il a réussi à réaliser son rêve. C'est très encourageant. Au début le livre en fait il est difficile, très difficile à lire.
Mais en fait, il raconte beaucoup de choses très intéressantes et donc on apprend beaucoup de choses. Bon, les images. Il y a des images très belles, des tableaux aussi. Et donc il y a beaucoup d'explications, une histoire principale qui intervient de temps en temps. Si vous devriez définir ce livre en un mot, ce serait quoi? Science. Extraordinaire. Univers. Espace. Alors, on remercie beaucoup les élèves du Collège Schweitzer pour ce travail vraiment très riche autour de leur lecture. Et nous allons maintenant présenter le travail d'un collège qui a réalisé une revue scientifique avec ses élèves dans l'Académie de Strasbourg, c'est le collège Witzenheim. Et ils ont réalisé une vidéo pour aujourd'hui afin de nous présenter justement la manière dont ils ont réalisé cette revue. Voici la classe de 4e 1 du collège Jacques Prévert de Witzenheim, village près de Colmar en Alsace. Nous avons participé au prix du livre Sciences pour tous. Découvrez avec nous cette belle histoire. Le professeur de français et le professeur de mathématiques ont annoncé au début du mois de décembre 2020 que notre classe avait été désignée pour participer au prix du livre Sciences pour tous. Nous étions heureux d'avoir été choisis pour représenter notre collège. Notre joie a vite laissé place à de l'inquiétude lorsqu'ils nous ont dit que nous devions tous lire 10 livres en 3 mois. Cela ressemblait plutôt à une mission impossible. C'était à nous de relever le défi et nous ne voulions pas décevoir. Voilà à quoi ont ressemblé nos vies pendant 3 mois. Nous avions une semaine pour lire un livre, puis nous devions faire un résumé et donner notre avis sur l'ouvrage lu, par écrit. Au début, nous avons eu un peu de mal à tenir le rythme qui nous était imposé. Mais au fur et à mesure, nous sommes devenus de vrais champions de la lecture. Et certains avalaient les livres à toute allure. Il faut dire que le thème « Explorer le ciel d'hier à aujourd'hui » nous a passionnés. Une fois par mois, nous nous retrouvions au CDI et nous débattions autour de nos lectures. Certains défendaient le livre qu'ils avaient aimé comme si c'était eux qui l'avaient écrit. C'est Thomas Pesquet le meilleur. C'était Le Prince du Nuage le meilleur livre. C'est Mission Mars le meilleur livre. Dès que nous avions lu tous les livres, nous avons effectué un classement. Là encore, les discussions étaient animées et il nous a fallu un certain temps pour nous mettre d'accord. Finalement, nous sommes tombés d'accord et notre livre préféré est Dans la combi de Thomas Pesquet, car il est drôle, instructif et abordable pour le plus grand nombre. Notre professeur de français nous a demandé à tous de rédiger une critique pour le livre que nous avions préféré. Et nous les avons toutes réunies dans un petit livret que nous sommes très contents de vous présenter. Les élèves de la classe de 4e 1 remercient infiniment leurs chers professeurs qui les ont menés jusque-là. Bravo encore une fois aux élèves et à leurs professeurs. Désormais, nous allons écouter des chroniques radiophoniques, une des 10 chroniques radiophoniques qui ont été réalisées par le Collège Langevin Vallon de Tarnos dans l'Académie de Bordeaux. Alors, tout d'abord, nous allons visionner la vidéo qui, encore une fois, explique toute la démarche qui a été menée dans la classe autour des livres et de la réalisation de ces fictions radiophoniques.
toutes les chroniques qui ont été réalisées par cette classe sont à retrouver sur le blog du prix Sciences pour tous, mais nous pouvons ensemble en écouter l'une d'entre elles. 25 têtes dans les étoiles. 25 têtes dans les étoiles. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices. On vous présente dans la chronique d'aujourd'hui la bande dessinée Dans la combi de Thomas Pesquet, réalisée par Marion Montaigne. Bonjour Angelina. Bonjour Élise. Vous imaginez, Thomas Pesquet en personne a participé à l'écriture de ce livre. Thomas Pesquet lui-même, le grand astronaute français qui est monté à bord de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, en 2017. C'est une bande dessinée passionnante. Elle aborde de très nombreux phénomènes scientifiques qui se produisent dans l'espace. Un chef-d'œuvre, Élise. Écrit en plus avec beaucoup d'humour, de vraies blagues. Chers auditeurs, vous craignez de ne pas tout comprendre ? Pas d'inquiétude. Les auteurs proposent de très nombreux schémas dessinés tout au long de la BD pour vous aider. Le livre aborde 3 thèmes principaux. Le processus de sélection et d'entraînement des astronautes pour aller sur l'ISS, la fameuse Station Spatiale Internationale, leur mission et leur retour sur Terre. Exemple d'exercice pour les candidats astronautes durant la sélection. Exercice 45. On vous laisse gracieusement 0,65 secondes pour mémoriser ces jauges. Le dessin représente 9 jauges, toutes différentes par leur forme et leur couleur les unes des autres. On vous explique. Ce sont des sortes d'horloges, comme celles par exemple qu'on trouve sur les tableaux de bord des voitures. Vous l'avez compris, il faut avoir une excellente mémoire pour pouvoir intégrer l'équipage. On apprend beaucoup de sujets scientifiques en lisant la BD. Par exemple, le système DG. Il s'agit d'une accélération qui s'applique sans cesse sur nous. Sur Terre, elle est de 1G. Les astronautes doivent s'entraîner dans des centrifugeuses et être confrontés à plus ou moins de G. Car à l'atterrissage, la capsule doit normalement leur faire supporter 4G. Pour un homme de 90 kg, c'est comme avoir sur son buste un gorille. Dans le cas d'un atterrissage balistique, la fusée suit une trajectoire plus courte, un angle plus important que prévu avec le sol. L'homme est donc contraint à 10G, c'est énorme. Voilà, on ne vous en dit pas plus. Alors maintenant, si vous aimez l'humour et l'espace, que vous rêvez de devenir astronaute, que le sujet de l'impesanteur vous fascine, montez à bord de l'ISS avec le livre Dans la combi de Thomas Pesquet, une BD éditée chez Dargaud, publiée en novembre 2017. Au revoir chers auditeurs, et à bientôt sur RTI Radio Tarnos Info. Merci à tous les élèves, à tous leurs enseignants pour ces travaux qui sont vraiment d'une grande qualité. Et un prix, c'est avant tout une façon aussi pour les élèves d'entrer dans la lecture et d'être considérés par les auteurs, par les éditeurs, comme des lecteurs à part entière. Et on voit là des élèves au travail, avec le sourire, et qui savent apprécier par les moyens qui sont les leurs, c'est-à-dire des vrais outils de lecteur, des livres de la sélection. Alors, 3 ouvrages sont arrivés en tête du classement des collèges. Ce sont les livres de Philippe Nesmam, de Carole Trébor et de Marion Montaigne, et qui sont arrivés en tête. Nous allons maintenant présenter ce qui a été réalisé pour les lycées. Bonjour à tous. Donc pour le niveau lycée, qui est coordonné par l'Académie de Bordeaux depuis de nombreuses années, en collaboration avec la librairie Georges, qui fournit tous les lycées de France en ouvrages, et également la bibliothèque de Bordeaux, qui assure avec nous la sélection des ouvrages chaque année. Donc nous venons de nous réunir pour sélectionner les 10 ouvrages du prix pour 21-22. Donc au niveau lycée, cette année, ce sont 28 établissements
originaires de 16 académies qui ont réuni 1218 élèves dans 46 classes. Nous avions, comme pour le niveau collège, 10 ouvrages en lice, du documentaire à la bande dessinée, qui apparaissent donc sur cet écran et que vous pourrez retrouver sur le blog dédié au prix du livre Sciences pour tous, dont Manon parlait tout à l'heure, à cette adresse donc. Retrouvez donc l'ensemble des palmarès déjà attribués, les sélections d'ouvrages collège-lycée pour cette année et les années précédentes, et également les contributions des élèves au niveau collège et au niveau lycée. Et nous tenons à saluer le travail important mené par Françoise Richon dans l'Académie de Bordeaux, qui est à la manœuvre derrière ce site et qui est avec nous aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, nous partons dans l'Académie de Nantes, plus précisément dans le lycée des Bourdonnières, pour découvrir le palmarès qu'ont constitué les élèves de seconde, accompagnés par leur enseignante Madame Bascol, une professeure documentaliste. C'est à eux. Bonjour, nous sommes un groupe des élèves de seconde D du lycée Les Bourdonnières et nous avons participé au prix Sciences pour tous 2020-2021. Ce projet nous a tout de suite beaucoup intéressés car c'était pour nous l'occasion de découvrir les sciences autrement à travers la lecture. Donc le thème de cette année est explorer le ciel d'hier à demain. Donc ce thème nous a tout de suite intrigués et intéressés. Et les formats des livres étant très riches et très variés, cela a permis à tout le monde de trouver une lecture à son goût. Après une ou plusieurs lectures, nous avons tous fait une production, seule ou à plusieurs, et nous avons réuni ces productions sur un site qui s'appelle Allo Lecture, et il est assez facile d'accès. Nous allons tout de suite vous présenter notre classement. Alors, en première place, nous avons mis le livre Nix Olympica. Il a été lu par beaucoup d'entre nous et il a été très attractif de par son histoire. Et malgré son épaisseur, il est plutôt facile à lire. Il n'y a eu que des retours positifs, ce qui lui a valu sa première place au classement. En deuxième position, nous avons mis Mars Horizon. C'est un livre très facile à lire. De plus, son format, qui est une BD, permet à ceux qui sont de moins grands lecteurs de le lire très facilement. Et en plus, il est très très enrichissant. Et en troisième place, nous avons mis Dans la combi de Thomas Pasquet de Marion Montaigne, car son format nous a beaucoup plu. C'est une BD, c'est assez facile à lire, même pour les personnes qui n'aiment pas forcément ça. Il est très intéressant, très instructif, et bourré d'anecdotes sur les formations en tant qu'astronaute, mais il est également plein d'humour, avec des touches assez drôles pour alléger les explications techniques. Mais nous n'avons pas mis tous les livres, nous n'avons pas pu mettre tous les livres que nous avons lus dans le classement. Alors nous invitons à aller voir sur notre blog la suite de nos avis de lecture. Alors imaginons que ces élèves vous ont donné envie d'en savoir plus sur leur site internet. Le voici qui se présente à vous. Donc la première page du site Bienvenue sur Allo Lecture, avec l'URL. Donc ce site contient une rubrique de présentation des élèves qui ont participé, ainsi qu'une galerie avec tous les livres qui étaient en lice cette année, qui contient une courte présentation des livres, une biographie succincte de leurs auteurs, ainsi que des avis lecteurs et des petites notes sur 5 données par les élèves. Et enfin, une rubrique en bas du site, une rubrique originale qui contient des posters réalisés par les élèves sur certains des ouvrages de la sélection de cette année, ainsi que des animations interactives que nous vous invitons donc à aller découvrir par vous-même après cette présentation. Nous tenons à saluer le lycée des Bourdonnières puisqu'ils n'en sont pas à leur première participation à ce prix. Ce sont de fidèles participants. Et d'autant plus dans cette année qui a été un peu compliquée à cause des conditions sanitaires. Donc bravo vraiment à tous les élèves qui ont contribué à faire en sorte de nous faire partager aujourd'hui le fruit de leur travail. Nous vous proposons maintenant d'aller du côté de Lisieux, donc dans l'Académie de Normandie, au sein du lycée Marcel Gambier, pour découvrir le travail des élèves de seconde 7,
accompagnés par leur enseignant Jérôme Ozouf, enseignant de SVT. Les élèves nous ont remonté 3 émissions que vous pouvez retrouver donc sur le blog dédié qui vous a précédemment été montré. Et nous vous proposons d'en écouter donc une émission radio de vulgarisation scientifique intitulée Infosciences. 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 Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre émission Infosciences. L'émission d'aujourd'hui vous est présentée par Léna et moi-même. Bonjour Léna. Bonjour Edouard, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, dans notre émission, nous parlerons de ces mystérieux trous noirs qui peuplent notre univers. Tout le monde se questionne sur ces objets complexes qui font partie des plus impressionnants et des plus fascinants de l'univers. Grâce à nos invités, nous espérons aujourd'hui répondre à quelques-unes de vos interrogations. Et oui, quoi de plus fascinant que ces astres que nos chroniqueurs vont nous aider à comprendre ? Qu'est-ce qu'un trou noir ? Comment se forment-ils ? Où sont-ils ? Voici quelques-unes des questions que nous allons aborder. Et pour y répondre, nous écouterons Clara, Luna et Juliette, qui ont lu plusieurs ouvrages traitant de ce sujet. Commençons par Clara. Tu as lu L'univers expliqué à mes petits-enfants. Peux-tu nous dire quelques mots sur cette lecture ? Tout à fait, Léna. J'ai lu le livre L'univers expliqué à mes petits-enfants de Hubert Reeves, qui est un astrophysicien connu grâce à son succès en tant que vulgarisateur scientifique. Ce livre, paru en 2011 chez Seuil dans la collection Expliquea, est un vrai succès en librairie. Il a été réédité en 2019 et fait l'objet de nombreuses traductions, de l'allemand au coréen en passant par le néerlandais et l'italien. Il est également disponible en livre audio sur le site de l'auteur. Hubert Reeves a dédié ce documentaire à ses petits-enfants et donc à un public d'environ 14 ans. Dans ce livre, l'auteur explique, entre autres, qu'il y a des milliards de trous noirs dans l'univers, des immenses comme des petits. Ce sont des astres assez étranges qui manifestent leur présence par leur attraction gravitationnelle, et si compacte que rien ne peut s'en échapper, pas même la lumière qui file pourtant à une vitesse de 300 000 km par seconde. On sait qu'il y en a un au centre de notre galaxie, comme au centre de toutes les galaxies. Sa masse serait d'un peu plus de 4 millions de masses solaires. Il est situé dans la direction de la constellation du Sagittaire, près de l'horizon sud en été. Ce trou noir dont tu parles, Clara, étant situé au centre de notre Voie lactée, pourrait-il aspirer la Terre ? En effet, ça pourrait nous inquiéter, mais ce trou noir ne pourrait pas aspirer la Terre, car elle est trop éloignée, environ 25 000 années-lumière. Et donc heureusement, notre planète est hors de sa portée. Un autre sujet m'interroge. Comment se forment les trous noirs ? De petits trous noirs se forment à la mort d'étoiles massives. Après l'explosion qui accompagne sa fin, une partie de la matière de l'étoile se comprime sur elle-même et atteint des densités gigantesques, comparables à ce que serait un grand pétrolier confiné dans un dé à coudre. Il y en a des milliards dans notre Voie lactée. Merci Clara pour ces explications fascinantes sur les trous noirs. Ce livre a l'air passionnant et facile à comprendre. Tu m'as donné envie de le lire et je pense que tu as aussi donné envie de l'acheter aux auditeurs qui nous écoutent. Cette question est aussi abordée dans Vertige du cosmos de Trinh Xuan Chuan. Si vous avez l'envie d'apprendre et que vous êtes à la recherche de connaissances sur l'astronomie, je vous recommande fortement ce livre. L'auteur est un astrophysicien d'origine vietnamienne de 72 ans qui est également professeur à l'Université de Virginie aux États-Unis. Il a déjà publié une quinzaine d'ouvrages qui lui ont permis de recevoir plusieurs prix, dont le prix mondial de la Fondation Sino del Duca en 2012. Dans Vertige du cosmos, il nous parle de l'évolution de la perception du cosmos à travers une démarche historique de la préhistoire à nos jours. Il explique par exemple les prouesses astronomiques de nos ancêtres à Karnak ou à Stonehenge, sans oublier les calendriers cosmiques des Amérindiens et les mystérieux alignements de Chichen Itza. Dans ce livre, Trinh Xuan Chuan, qui est un excellent vulgarisateur, décrit aussi l'irruption de la science moderne en Occident, des intuitions de Copernic jusqu'aux fulgurances d'Einstein qui consacra l'espace-temps. Il détaille les obstacles face auxquels les chercheurs se retrouvent aujourd'hui. L'univers est-il fini ou infini ? Et pourquoi le cosmos est-il si ordonné ? Bien qu'il puisse paraître assez long pour certains avec ses 464 pages, c'est un livre qui s'avère être agréable à lire, bien construit et surtout très enrichissant. Merci Luna pour ton intervention. Ce livre est vraiment passionnant en effet. N'hésitez pas, chers auditeurs, à vous procurer le livre Vertige du cosmos de Trinh Xuan Chuan. Moi, j'ai particulièrement aimé l'histoire des 2 femmes, l'une dans un trou noir et l'autre sur Terre. Dorénavant, nous savons plus précisément ce qu'est un trou noir et comment ces derniers fonctionnent. Nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine émission consacrée également à l'exploration de l'espace qui vous sera proposée par Laoma et Océane sur le thème de la colonisation de la planète Mars. Infosciences. Infosciences.
Donc nous voyons ici combien l'interconnexion à la fois entre les contenus scientifiques présents dans chacun des ouvrages et également une éducation aux médias et à l'information ont contribué à la fabrication de ces chroniques radiophoniques pour des élèves, peut-être futurs journalistes, pourquoi pas. Merci beaucoup à eux, en tout cas, pour ces remontées. Et enfin, nous nous rendons maintenant dans l'Académie de Dijon pour retrouver la production du lycée Léon Blum du Creusot avec les élèves de seconde aéronautique et espace qui ont été accompagnés par leurs enseignants Frédéric Elias et Bruno Cardi et qui nous proposent de découvrir leur reportage télévisuel du journal du 28 mai dernier. C'est à eux. Mesdames, Messieurs, nous sommes aujourd'hui le 28 mai 2021. C'est un grand jour pour la culture française. Nous sommes au Creusot, en Saône-et-Loire, mais plus particulièrement au lycée Léon Blum. Derrière cette porte, des gens débattent. En effet, mon cher François, dans cette France de 2021, cette France de la diversité, cette France de l'amitié et de l'amour, ils sont 10 académiciens en train de débattre sur les 10 livres scientifiques de l'année, les 10 pépites littéraires. Et à la fin de la journée, il n'en restera qu'un. Ce sera le meilleur livre scientifique de l'année 2021. Et maintenant, nous allons rentrer dans le Saint des Saints. Baliverne, c'est bien ce livre-là, le meilleur de l'année. C'est un livre complexe, incitant la jeunesse à lire. Il est bien expliqué, il est clair. Ses thèmes sont éclectiques, cela parle de tout, mais tout en étant complet et bien structuré, tout en chapitres. Il y a de magnifiques illustrations, rien que pour les illustrations, il faut le lire. Il y a des équations, des tableaux de maths, il y a aussi des photographies de l'espace et des schémas. C'est aujourd'hui ce livre que je veux défendre. Je me ferai son avocat. Certes, j'entends bien Gel Douche, mais le livre qui devait faire le top du top, c'est l'Aventure Apollo, qui parle de toutes les missions, je dis bien toutes les missions Apollo, passant de l'Apollo 11, l'exploit, que dis-je, cette performance d'atterrir sur la Lune. Mes chers collègues, ne voyez-vous donc pas que c'est Mars Horizon qui devrait être sur le podium? Il vulgarise par la bande dessinée une possible colonisation de Mars et une vie commune sur une autre planète. De plus, il est tout à fait en accord avec cette année 2021 et ses missions sur Mars comme Persévérance. Je sens que le débat s'enflamme. Il faudrait revenir au calme avec Hubert Reeves, un homme plein de sagesse, et son livre « L'univers expliqué à mes petits-enfants », dans lequel cet homme de grand âge vulgarise ses connaissances complexes sur l'univers. Je suis bien d'accord avec vous. Ce livre passionnant mérite le prix pour son accessibilité, sa pédagogie et les connaissances qu'il nous apporte. En parlant d'Hubert Reeves, moi j'ai lu Petite histoire de la matière et de l'univers, et mes collègues aussi. Cet ouvrage collectif exceptionnel où l'on trouve partage de savoir et passion pour la science saura en ravir plus d'un. Tout à fait, Pierre, sans oublier que ces chefs-d'œuvre de 12 chapitres abordant des thèmes différents et traités par des maîtres en la matière. On peut citer De quoi est constituée la matière par Étienne Klein, ou encore Quelle est la forme de l'univers par Roland Lehoux. Je me dois de rajouter Hubert Reeves lui-même, qui réfléchit à une question complexe, à savoir la théorie du Big Bang. À mon avis, cette petite merveille scientifique est le livre de l'année. Certes, mais si vous voulez un livre complet sur la science, Explorateur de l'espace a été écrit par Michel Tonini et Hélène Courtois. Ce livre retrace les missions ayant vu le jour entre la guerre froide et les dernières missions sur Mars. Ce livre plaira sûrement à nos lecteurs. Tishna, je trouve personnellement qu'il y a un livre qui mérite d'être lu en ce jour. Et il s'agit de Dans la combi de Thomas Pesquet, de Marion Montaigne. Ce livre est une bande dessinée. Elle est donc ouverte au tout public. Elle nous raconte l'histoire du jeune astronaute français, comment s'appelle-t-il déjà? Thomas Pesquet, oui, celui-là même. Il s'adresse donc à tous ceux qui veulent être astronautes et leur donne de l'espoir.
Cela nous raconte la formation de Thomas Pesquet. Il regorge d'informations sur la formation d'astronautes. Et personne, je dis bien personne, ne pourra dire le contraire. Nous sommes arrivés à la dernière étape, à l'instant crucial, le vote. Derrière moi, les 10 académiciens sont en train de choisir le lauréat du Grand Prix du livre scientifique 2021. Dans quelques instants, nous saurons. Les excuses. Le suspense reste donc entier de la part de nos 10 académiciens en herbe, donc de l'Académie de Dijon, qui ont su nous montrer avec humour ce que ces livres leur avaient apporté, tant au niveau du contenu scientifique que de la forme de tous ces ouvrages. Voilà, donc si on résume, pour la sélection lycée, cette année 2020-2021, 3 ouvrages arrivent en tête du classement pour les lycées français qui étaient impliqués. Dans la combi de Thomas Pesquet, de Marion Montaigne, suivi de l'univers expliqué à mes petits-enfants d'Hubert Reeves, et l'aventure Apollo de Charles Frankel. Si nous remettons ensemble les ouvrages qui ont été décernés par les 2 classements à la fois collège et lycée, nous arrivons donc avec 5 ouvrages en tête pour les 2 sélections d'ouvrages qui en contenaient donc 20 au total. Le suspense est donc maintenant à son comble et il nous reste à déterminer, cher Monsieur le Président, quel ouvrage a obtenu le plus de suffrages au niveau de tous les établissements français. Merci beaucoup. Mais voilà, l'heure est à la fin du suspense. Donc je pense qu'il n'aura échappé à personne qu'il y avait 2 sélections. Il y avait des sélections de lycéens, des sélections de collégiens, que ces 2 sélections avaient une intersection non nulle, avec un ouvrage qui s'appelle Dans la combi de Thomas Pesquet, de Marion Montaigne. Et ce qui se trouve, c'est que ce qui est assez exceptionnel dans ce prix, ce sont les 2 sélections, aussi bien lycée que collège, qui ont réduit leur shortlist, comme on dit, de 3 titres à un seul, et qui est celui de Dans la combi de Thomas Pesquet, de Marion Montaigne, donc qui est la grande vainqueur dans la double catégorie lycée et collège pour cette édition 2020-2021 des prix du livre Sciences pour tous, et que je félicite évidemment au nom de tous et de toutes et de tous les élèves que je remercie aussi pour leur sélection, à qui je vais remettre la médaille qui symbolise ce prix et à qui je vais donner la parole. Je voudrais remercier l'Académie des sciences, la science pour tous, et aussi évidemment les lycéens et les collégiens, et les membres de l'Académie Croncourt, donc, et tous les lycéens et pour toutes leurs et collégiens pour leurs super vidéos. En les regardant, ça me faisait penser à la période où je faisais la BD. J'étais à Houston en avril 2016 et j'étais très très intimidée, j'étais même un peu terrorisée, j'avais peur de ne pas être à la hauteur du personnage. En plus, je devais faire des déplacements alors que je suis très casanière. Et j'avais un peu les jetons, je dois avouer. Donc ça me fait bizarre d'être maintenant à l'Académie des sciences parce que je ressentais une petite violence symbolique à devoir côtoyer un astronaute qui avait bac plus 24 et moi un bac plus 3. Et pourtant, il a été, comme c'était mon anniversaire à ce moment-là, il n'avait pas de cadeau, alors il m'a dit monte dans la voiture, c'était une décapotable. Et je me suis retrouvée à Houston en décapotable avec un astronaute, j'ai rien compris. Et en fait, il m'a dit non mais fais ce que tu sais faire, c'est très bien, je te fais confiance. Puis il a eu une phrase, il dit j'ai travaillé toute ma vie pour ça et je sais pas si c'est un one shot, je sais pas si la mission sera une réussite. C'était avant qu'il décolle la première fois
Et il me dit, je mets le paquet, c'est-à-dire je veux que les gamins ils sachent, ils aient plein de documents que j'avais pas quand moi j'étais enfant. Je veux qu'ils vas-y, montre que je suis pas en titane non plus, je suis un humain. Il y allait, hein, il me racontait tout ce qui était difficile et il m'a vraiment dit tu peux y aller. Je suis pas un Superman. Alors il est pas mauvais, mais c'est vrai qu'il a il en a bavé. Enfin, des fois, il laissait vraiment passer les moments que c'était pas évident. Je me souviens aussi de vidéos qu'il m'a demandé de voir, où ils étaient seuls, comme des étudiants, dans une chambre en Russie, avec une pile de documents, de manuels en russe. Et il disait c'était ça aussi, être astronaute. Et c'était de lire des quantités de manuels en russe. Il a fallu apprendre le russe seul, éloigné de sa famille, dans une chambre en Russie. Et donc il voulait montrer de manière très horizontale, pas verticale, pas de cette position dominant. Je suis plus fort que vous. Je pense qu'il avait conscience d'avoir eu un peu de chance aussi. Et il a toujours été très cool à ce niveau-là. Moi, il m'a pas mal aidé. Enfin, il m'a beaucoup aidé en fait, mais aussi, comme je vous disais, avec c'est toujours l'impression de un peu que ce qui est scientifique, c'est sérieux, c'est des gens qui ont fait. Pour moi, quand j'avais votre âge, les jeunes, pas vous, je pensais que ceux qui faisaient de la science, c'était vraiment des génies qui avaient eu 18 sans faire d'efforts. Moi, j'étais très, très besogneuse, mais j'aimais ça. Et en fait, moi, je pense que c'est aussi depuis, j'ai rencontré pas mal de chercheurs, de scientifiques, et j'ai rencontré des gens qui voulaient soigner et qui sont devenus médecins en étant mauvais en maths, mais et comme ils étaient motivés, ils voulaient le faire. Thomas, lui, il s'est jamais dit qu'il allait être... Enfin, il rêvait d'être astronaute, mais il a fait des trucs qui l'ont conduit à l'être. J'ai rencontré des chercheurs qui se sont sabordés et qui ont fait bon an mal an ce qu'ils pouvaient faire. Chacun trouve son petit bonhomme de chemin, et ce que je trouve qui est très important, c'est que des deux côtés, on soit curieux, que ceux qui ont le savoir n'aient pas peur de le transmettre, que les gens comme moi, un peu intimidés, n'aient pas peur de poser des questions idiotes, parce que j'en ai posé des questions bien idiote à Thomas. Je crois que j'ai une photo où il est avec une pomme et une orange. Il essaye de dessiner l'équateur sur la pomme, et après il essaye de prendre une capsule Nespresso pour faire la capsule Soyouz. Et je me suis dit, mais il est cool, parce que je pense qu'il a juste une mission à préparer. Il est en train d'expliquer un cours d'orbitologie à une auteure de BD. Donc c'est cette ouverture-là que je trouve absolument géniale, qui apporte énormément de choses pour tout le monde. C'est de rester ouvert, curieux, accepter la confrontation aussi, pas rester dans ces je crois que c'est ça et c'est pas autrement. La science, c'est oui, non, ou on ne sait pas encore, ou on va en discuter, ou on va chercher. Et se faire confiance, en fait, faire confiance aux autres, c'est ce qu'il faut le plus aujourd'hui, je pense. Donc merci beaucoup. Je vais tanner Thomas pour lui. Je lui ai envoyé des photos, je le harcelais en lui disant on a gagné un prix. Bon, il n'est pas là, mais j'ai le moyen de le saouler. Et puis moi, je suis persuadée que j'ai pas pu le contacter, mais je suis persuadée qu'il est super content. Et je mens pas, je le connais, donc je vous remercie encore beaucoup. Toutes vos vidéos sont super, et j'espère que vous vous êtes bien amusés à les faire. Et restez curieux, toujours curieux. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup, bravo encore. Pour Thomas Pesquet, c'est une forme de deuxième rendez-vous avec l'Académie des sciences aussi, parce que même si c'était indirect, puisqu'en 2016, il était déjà là-haut, mais c'était les 350e anniversaire de l'Académie des sciences, et il y avait eu un direct qui avait été fait avec des lycéens. Donc je pense que c'est une retrouvaille qui est de même nature. Donc je voudrais, pour conclure, effectivement revenir sur cette opération du prix du livre Science pour tous, qui était exemplaire à plein d'égards. C'est évidemment, comme je l'avais dit, une récompense pour
celle qui a récupéré les 2 prix cette année, mais c'est aussi, je pense, quelque chose qui est extrêmement important pour tous les élèves qui ont participé à ça. On a vu ça et on a vu leur enthousiasme, on a vu leur passion, leur façon d'entrer dans la science et d'en faire quelque chose. Alors je crois qu'effectivement, dans le prix du livre Science pour tous, il y a 3 mots qui sont intéressants. Il y a science, évidemment, et pour nous ça nous touche parce que c'est l'Académie des sciences. Il y a tous, parce que c'est vraiment une question de partage et c'est une question d'appropriation. Puis il y a aussi livre, parce que c'est sympa que ça passe par des supports, qui soient des supports. Alors ça peut être des variations sur les livres, hein, quand on voit, c'est comme ça a été mentionné tout à l'heure, c'est aussi tous les modes de communication qui ne sont pas forcément le seul livre broché à l'ancienne, mais aussi qui peuvent être des variantes. Mais il n'empêche, c'est quand même un outil de culture qui est un outil qui est important de privilégier. Puis je voudrais juste dire pour finir que ce qui était rassurant, bon, j'avais dit que toute cette histoire de science dans la culture, c'est en effet pour des gens qui peuvent avoir la fibre scientifique et devenir des scientifiques, mais c'est aussi pour tous les autres. Et pour ceux qui peuvent devenir scientifiques, on va dire que c'est un prix des sciences pour tous et pour toutes, parce que ce qu'on a vu là, clairement, c'est qu'en fait, les filles, elles sont là. Et la science au collège et au lycée, c'est aussi une affaire de filles. Alors, c'est toujours un débat compliqué qu'on a de pourquoi est-ce qu'après, il y a quelque chose qui ne se poursuit pas, ou bon, à quel moment est-ce que se fait un déficit. Donc là, encore une fois, je crois que c'est un bel exemple de façon d'inclure de manière extrêmement efficace, agréable pour tous, filles et garçons dans ces aventures scientifiques, et espérer qu'en effet, même s'il y en a beaucoup qui feront plus de sciences dans leur vie, d'une part, ils auront une part de science dans leur culture générale, et puis par contre, ceux qui resteront et qui deviendront des scientifiques, il y a des celles qui en seront parties. Puis il y aura peut-être des Thomas Pesquet, je ne sais quoi, qui seront des futurs astronautes qui auront eu cette vocation aussi par ces ouvrages et ce genre d'initiative. Donc je remercie encore le ministère et toutes les structures, le syndicat national de l'édition qui portent cet événement, les académies et tous les professeurs qui s'engagent dans cette aventure, et puis bien sûr évidemment tous les élèves qu'on félicite encore. Donc bravo à tous, bravo encore Marion. Et puis alors je ne sais pas du tout l'année prochaine, est-ce qu'il y a un prix, est-ce qu'il y a un thème qui est déjà défini ou c'est top secret? Je ne suis pas au courant moi. Donc, le thème se portera sur les insectes enjeux pour l'humanité. Les insectes enjeux pour l'humanité, super. Voilà. Bien, je crois que la cérémonie de remise du prix du livre Science pour tous est terminée. Donc, je remercie tout le monde. Et puis, je vous dis à l'année prochaine. Merci.